Bonjour les amis, je suis ici à Colleville-sur-Mer en Normandie, tout proche des plages du débarquement de Omaha Beach, et je suis avec mon historien préféré Hugues Vanquin, et tu vas nous faire découvrir ce fameux canon de 88. Oui, ici on est plutôt sur un Flak 36 avec un canon, je vais dire, de début de série comme on le retrouvait sur le Flak 18. Ce qui est parfait parce qu'on va pouvoir faire la différence entre le Flak 18 et le Flak 36. Alors bien souvent on dit que ce qui fait la différence c'était le canon, l'âme. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur un canon comme celui-là, capable de tirer à 14 km et à envoyer des obus à la verticale à pas loin de 10 km d'altitude, forcément ça demande des vitesses initiales très élevées. On est sur du 820 mètres par seconde au moment où l'obus quitte le canon. Et donc pour atteindre des portées comme ça, des puissances comme ça, il faut des grosses quantités d'explosifs. Ce qui fait que mécaniquement, ça use l'âme du canon. Et donc on a fabriqué beaucoup plus de tubes qu'on a fabriqué de supports, parce qu'on changeait les tubes. Et alors on s'est vite rendu compte qu'il y avait des parties qui s'usaient plus que d'autres. Et donc l'idéal c'était de ne changer que les parties qui s'usaient. Et on a inventé un canon où on pouvait démontable, un peu comme chez Ikea, hein, et on changeait que les parties qui étaient usées. Ici, on a l'âme d'une seule pièce. Elle a été cisaillée, en tout cas au bout, parce que c'était beaucoup plus long. Hein. Ça fait 4 mètres, pas loin de 5 mètres de longueur. Parce que pour avoir une bonne vitesse initiale, ce qu'il faut, c'est que la poudre pousse longtemps l'obus. Et pour qu'elle pousse longtemps l'obus, il faut un canon plus long. C'est pour ça que les canons à longue portée sont des canons longs en fait. Ce canon 88 se trouve à Colleville-sur-Mer, à l'extérieur du Overlord Museum et à 2 pas des plages d'Omaha Beach. Et si vous vous intéressez au débarquement, je peux vous conseiller un ouvrage écrit par Hugues Vanquin aux éditions Hendal sur les opérations menées par le 506e Parachute Infantry Regiment, avec entre autres la fameuse Easy Company. Je vous mets le lien en description. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce canon a été conçu en secret, quand l'Allemagne ne pouvait pas posséder de canon antiaérien. Et donc, c'est en Suède, aux usines Bofors, que les ingénieurs de Krups vont pour pouvoir développer ce canon. Au départ, ils choisissent un diamètre de 75 mm, enfin 75 mm pour les Français, et puis ils se rendent compte que c'est pas assez puissant, parce que plus le temps passe, plus les avions volent haut, et plus il faut des obus puissants. Et donc, on passe au calibre de 88 mm. Ici, on a le tube de 88 mm, il a été coupé, perdu, cisaillé, peut-être ferraillé en morceaux. On voit encore à l'intérieur les différentes rayures. Hein, ces rayures servent à quoi? Servent à faire tourner l'obus sur lui-même. Parce qu'un obus qui tourne sur lui-même stabilise sa trajectoire. C'est ça qui lui permet d'être précis. Mais c'est aussi le problème du canon. C'est-à-dire que pour pouvoir imprimer l'obus dans ses rayures, ce qu'il faut, c'est mettre des bandes en laiton autour de l'obus, ce qu'on appelle des bandes de forcement. Et ces bandes de forcement prennent forme au début du tube au moment de l'explosion pour pouvoir, d'une part, faire l'étanchéité de l'obus et de l'âme, pour éviter ce qu'on appelle le vent, c'est-à-dire la perte de pression autour de l'obus dans le canon, et pour imprimer à l'obus une trajectoire plate et qui tourne sur lui-même. Cette particularité fait qu'on s'est vite rendu compte que l'obus usait, à force de tirer les obus, ça a quand même une cadence de tir de 15 coups minutes ce machin-là. À force de tirer, on use le canon alors que le châssis, lui, reste en parfait état, parce qu'il n'est pas usé autant que le canon. Et donc on a commencé à fabriquer plus d'âmes que de canons complets. Et au fur et à mesure que c'était usé, on changeait le tube. Et puis on s'est vite rendu compte que c'était un peu stupide de changer tout le tube parce que l'usure n'était pas la même sur toute la longueur du tube. Au début, les pressions sont plus fortes, c'est l'endroit où on imprime le mouvement et on force les bandes de forcement, fait que ça s'usait plus que le bout du canon. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un canon démontable en plusieurs parties. Certains disent que c'est ça qui fait la différence entre le Flak 18 et le Flak 36. Eh bien non, c'est pas le canon,
c'est le châssis. Suivez-moi pour le châssis. Donc, ce qui fait la différence entre le Flak 18 conçu avant 1931, proposé à l'armée allemande en 1932 et fabriqué à partir de 1933 quand Adolf Hitler vient au pouvoir, c'est cette partie-ci. Donc on fabrique un Flak 18, ici c'est un Flak 36. Quelle est la différence entre le Flak 18 et le Flak 36? Eh bien, ce sont ces fameux piquets de fixation. Donc ça servait à quoi? On les prenait et on les mettait ici dans l'orifice et on les enfonçait dans le sol. D'ailleurs, si on regarde bien, celui-ci, à mon avis, un jour de sa vie, il a rencontré un gros caillou parce que il est un petit peu abîmé quand on a tapé dessus. Eh bien, sur le Flak 36, cette fixation est au bout. Ce qui est logique, plus la fixation est éloignée du centre, plus l'effet de levier est puissant pour stabiliser le canon. Si vous le mettez là ou là, comme il y a à peu près le double de distance, vous avez le double de résistance pour pouvoir fixer le canon. C'est pour ça qu'ils le placent à cet endroit-là. Autre chose qu'ils font, c'était des patins circulaires. Ils passent aux patins carrés soudés. Autre différence, sur le Flak 18, vous avez des Sonderanhänger 201, c'est-à-dire des remorques spéciales numéro 201. La particularité de cette remorque, c'était d'avoir un double essieu, enfin des roues jumelées à l'arrière et des roues simples à l'avant. Quand on passe au Flak 36, on met la même remorque à l'avant, à l'arrière avec des roues jumelées. Et on passe à la Sonderanhänger, remorque spéciale 202. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence entre le Flak 18 et le Flak 36. Alors maintenant, ce qui est un peu surprenant, c'est que ce canon devient célèbre parce qu'il est utilisé en anti-char. Or, c'est un canon anti-aérien. D'où ça provient cette particularité? Eh bien, ça date de la guerre d'Espagne. Pendant la guerre d'Espagne, les Allemands avaient des canons de 37 mm anti-char et se trouvent confrontés à des T-26 d'origine soviétique dans le camp des Républicains qui, eux, étaient équipés d'un canon de 45 mm avec un blindage un peu plus puissant, plus épais. Ce qui fait que le 37 mm était surclassé par le 45 mm russe. Et von Emansberger, qui commande les troupes, décide d'utiliser les canons anti-aériens contre les chars républicains. Alors ça a plusieurs avantages, parce que comme on est sur un canon anti-aérien, la cadence de tir est élevée, on peut monter jusqu'à 15 coups minute, donc ça veut dire qu'on sait en descente des chars qui approchent. Deuxième chose, pour pouvoir tirer haut à 9 km d'altitude, ben forcément il faut que la vitesse initiale, comme je l'ai dit, soit élevée, mais une vitesse initiale élevée, ça donne du punch. Ça donne une vitesse cinétique importante, une énergie cinétique importante. Cette énergie cinétique, c'est ce qu'il faut pour percer un blindage. Donc le canon qui tire un canon à un obus rapide a tendance à facilement détruire un char. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, évidemment, c'est que vous aviez un débattement sur 360 degrés, c'est-à-dire qu'on savait facilement suivre la trajectoire du char. Et pour toutes ces raisons, un des enseignements à la guerre d'Espagne, c'est de développer un obus anti-char spécifique pour ce canon anti-aérien, le Panzergranate 39. Panzergranate 39 qui va faire ses preuves dès la campagne de France. Quand Rommel à Arras se trouve confronté au Matilda britannique, c'est un infanterie tank, donc un blindage épais. Les canons de 37 mm, 37 mm allemands, forcément, n'ont aucun impact sur ce char. C'en est tellement qu'il y a de la panique dans ses rangs parce que les chars britanniques écrasent carrément les canons anti-chars allemands. Et Rommel organise une ligne de défense avec les pièces Flak, Flak, ça veut dire Flugabwehrkanone, donc canon de DCA, canon anti-aérien, pour tirer sur les chars britanniques et réussit à faire plusieurs cartons. Et cette habitude que Rommel prend, ben, il la reprend dans le désert. C'est-à-dire que dans le désert, où vous avez des immensités plates, on se retrouve avec le même problème face au Matilda britannique qu'on appelle Queen of the Battles. Et donc le 88 anti-aérien devient de plus en plus utilisé aussi en anti-char. Ça en vient qu'on finit par monter sur le char un bouclier. Vous voyez là, un gros bouclier rectangulaire
parce que justement on commence à prendre en compte le fait qu'il doit être une arme anti-char. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se retrouve sévèrement limitée par le traité de Versailles signé en 1919. Le traité impose des restrictions sur les capacités militaires allemandes, interdisant notamment le développement et la possession de nombreuses armes modernes. Cependant, malgré ces restrictions, l'Allemagne entreprend de développer secrètement ses capacités militaires, un effort qui inclut le développement d'armes en coopération avec d'autres pays. L'un des exemples les plus marquants de cette coopération clandestine est l'accord secret avec l'Union soviétique, permettant à des officiers allemands de tester entre autres des engins blindés. Comme l'a expliqué Hugues, le développement du célèbre canon de 88, une arme qui jouerait un rôle crucial pour la Wehrmacht, est le fruit d'une collaboration avec la Suède et plus précisément avec les usines Bofors. Bofors est une entreprise bien connue pour sa production d'armes. Elle devient un partenaire secret pour les ingénieurs allemands pour tester des armes qui seraient ultérieurement produites en Allemagne. Parmi ces armes, y figure donc le 88 mm, initialement connu comme une pièce d'artillerie antiaérienne. Ce canon combine une grande portée, une précision remarquable et une capacité à percer les blindages les plus épais de l'époque, tant contre les avions que contre les chars alliés ou les fortifications, comme dans le secteur de la ligne Maginot en Alsace en juin 40. Devant l'efficacité de ce canon, l'état-major ordonne le développement de nombreuses variantes flak, c'est-à-dire anti-aériennes, mais pas uniquement. Il l'adapte aussi en pack, pour un rôle anti-char, et bien sûr en KVK, pour l'équiper sur les Panzers, comme sur le char Tigre par exemple. Mais ça c'est une autre histoire, et sans doute une autre vidéo à venir. Alors je parlais de la puissance de l'obus. Ben forcément la puissance de l'obus, il faut l'amortir quand elle quitte le canon, sinon le canon est projeté en arrière. Et donc vous avez un frein de recul particulier. Il est en deux parties, la partie basse, la partie haute. La partie basse contient un cylindre rempli d'huile. Quand le tir se réalise, ce piston qui est dans la partie basse chasse l'huile dans la partie supérieure qui est remplie d'air. L'air se comprime et fait office de ressort. Quand la force est disparue, c'est-à-dire que le canon a tiré, l'air repousse l'huile dans la partie inférieure et le canon reprend sa place. Alors, ce canon n'est pas complet. Malheureusement, sur cet exemplaire, il manque tous les systèmes de visée. Ils étaient ici. On voit encore le dispositif. Alors, on dit que c'est un flak 36. Donc ça veut dire qu'il avait normalement un système de direction de tir limité, je veux dire archaïque. Quand on passera au flak 37, là il y aura carrément des mini-ordinateurs, enfin des immenses ordinateurs, des calculateurs de tir télémétrique qui enverront au servant la bonne inclinaison et le bon azimut pour tirer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait sur les canons un système pour régler le temps de durée de la fusée. Quand on tire sur un avion, il faut compter que la trajectoire à 9 km prend 10, 15, 20 secondes. Donc forcément, l'obus doit exploser à la bonne altitude. Pour qu'il explose à la bonne altitude, il faut régler une mèche à l'intérieur qu'on appelle la fusée qui explose au bon moment. Donc il y avait un système également automatique pour régler les fusées, pour garantir cette cadence de tir de 15 à 20 coups minute. Là on a tout le mécanisme d'ouverture de la culasse. Culasse qui est à tir rapide, c'est-à-dire qu'elle a ce qu'on appelle un coin glissant horizontal. Donc ce coin s'ouvre, c'est par ici qu'on introduit l'obus. Cette vidéo vous a plu? Alors abonnez-vous et laissez-moi un commentaire ou une question.
Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur un blindé très particulier. À bientôt. Première sur le canon de 88. On recommence. Aujourd'hui, je suis avec Hugues, mon historien préféré. Il va nous faire découvrir le fameux canon de 88. Ici, on est à Colville-sur-Mer. Et les Allemands, c'est des conneries. Je vais commencer. L'historien préféré, j'aimais bien. Ouais, t'aimais bien? On la garde. Lorsque Rommel se fait contre-attaquer avec sa 7e Panzerdivision à hauteur d'Arras, il se trouve confronté aux Matilda britanniques. Hop! Et c'est la 7e compagnie, comme vous voyez.